Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'Ursule Mirouet. Il s'agit d'un roman d'Honoré de Balzac, publié en 1841. Le roman s'ouvre sur la description de la ville de Nemours et de M. Minoret-Levrault, qui est le maître de poste. Cet homme a un fils unique nommé Désiré qui vient de terminer ses études de droit. Minoret-Levrault a été envoyé sur la route afin d'aller au-devant de son fils qui vient de Paris pour aller à Nemours. La diligence n'est pas à l'heure. Après avoir interrogé un postillon sur le motif du retard, Minoret-Levrault apprend que le cercle d'une des roues s'est détaché. La cousine du maître de poste, qui s'appelle Madame Massin, annonce au maître de poste qu'Ursule est avec son oncle et qu'ils vont tous les deux à la messe. C'est une mauvaise nouvelle pour Madame Massin et Minoret-Levrault. Elle pense qu'Ursule veut jeter son oncle dans la dévotion et que son but final est d'accaparer la succession. Ursule a 15 ans, son oncle appelé le docteur Minoret a 83 ans. Le docteur Minoret n'est pas un habitué des églises, bien qu'il passe pratiquement toutes ses soirées en compagnie de l'abbé Chaperon. Madame Massin est persuadée que l'abbé a manœuvré dans le but de faire tomber le docteur dans une dévotion et de lui aussi capter l'héritage. Madame Massin et le maître de poste aperçoivent Ursule et son oncle entrer dans une église. Goupil se joint à eux. Il s'agit du premier clerc de M. Crémière-Dionis. Apparaissent Massin-Levrault Junior, qui est le greffier de la justice de paix, accompagné par Madame Crémière, qui est la femme du percepteur de Nemours. Presque tous les héritiers du docteur Minoret sont réunis sur la place. Goupil dit que s'il avait été le neveu du docteur, il se serait pris d'une telle manière qu'il n'aurait pas eu Dieu pour cohéritier. Il reproche aux héritiers de n'avoir pas su prendre le vieil homme. Il suggère que le juge de paix, qui s'appelle M. Bongrand, a menti aux futurs héritiers en leur disant de ne pas s'inquiéter pour l'héritage. Cependant, M. Bongrand semble avoir le pouvoir d'empêcher l'oncle de léguer sa fortune à l'Église. La bourgeoisie de Nemours se compose de 4 familles, les Minoret, les Massin, les Levrault et les Crémière. Les 4 familles sont liées entre elles, ce qui explique pourquoi les membres sont quasiment tous cousins. Le docteur possède une maison à Nemours. Il y habite depuis son départ de Paris. Depuis son arrivée à Nemours, les héritiers s'intéressent à la fortune du vieillard. On le soupçonne de posséder 160 000 francs d'économie. Hélas pour les héritiers, quand le docteur est revenu à Nemours, il était accompagné d'une orpheline nommée Ursule qui avait 10 mois lors de son arrivée. Le docteur et l'abbé Chaperon sont devenus rapidement amis. Bien qu'ils soient opposés l'un à l'autre, ils ont la faculté de se comprendre. Tous deux ont reçu une instruction variée. L'abbé est avare envers lui-même, mais généreux envers les pauvres. Après avoir lu, grâce à l'entremise de l'abbé, les gazettes que reçoit le docteur, un ancien capitaine de régiment nommé M. de Jordy est devenu ami avec le docteur. L'abbé et M. de Jordy ont pris l'habitude de se rendre chez le médecin tous les soirs à 9 h et de veiller tard. C'est joint à eux, le juge de paix nommé M. Bongrand. Tous les 4 se réunissent dans le salon du docteur Minoret. Ces 4 personnes ont des connaissances assez universelles pour se comprendre. Ce groupe a la faculté de former une société compacte exclusive. Chacun est quelque chose pour Ursule. En effet, le curé pensait à l'âme, le juge de paix se faisait le curateur, le militaire se promettait de devenir le précepteur. Et, quant à Minoret, il était à la fois le père, la mère et le médecin. Le docteur n'a gardé à son service que la Bougival, qui était autrefois la nourrice d'Ursule. Grâce à cette femme, le docteur sait que sa vie privée restera privée et que les héritiers n'auront pas connaissance de ses affaires. Le docteur est avare dans un but bien précis, même si on ne sait pas encore lequel. Les 3 héritiers collatéraux du docteur sont Minoret-Levrault et sa femme, Monsieur et Madame Massin-Levrault Junior, Monsieur et Madame Crémière-Crémière, que le roman appelle plus simplement Crémière, Massin et Minoret. Les 3 familles se rencontrent tous les jours et la mort future du docteur, ainsi que l'héritage, sont devenus un thème récurrent de leur conversation. Les héritiers pensaient que le docteur n'allait rien laisser à l'église, mais sa présence à la messe ce jour-ci remet en cause cette opinion. Le notaire conseille aux héritiers de continuer leur vie comme si de rien n'était. Le notaire, qui est associé à Massin, a tout intérêt à ce que Massin touche l'héritage afin d'agrandir leurs bénéfices d'usures hypothécaires. Le notaire veut se renseigner auprès de M. Bongrand afin de savoir d'où part le coup. Zélie Minoret vient et reproche à son mari de bavarder, alors qu'il devrait être à cheval en train de surveiller l'arrivée de leur fils. Après que son mari lui ait appris qu'Ursule a mené le docteur à la messe, Zélie ressent de la colère et entre dans l'église pour voir le fait de ses propres yeux. Zélie invite les héritiers et le notaire à venir parler de l'affaire à la poste, car ils ne peuvent pas parler librement sur la place devant tout le monde. Cependant la diligence arrive et le groupe accueille Désiré, richement habillé. Désiré aperçoit Ursule qui sort de l'église et il est frappé de sa beauté. Quand le maître de poste demande au docteur, qui l'a converti, le docteur répond qu'il s'agit d'Ursule. Le docteur a conscience de l'effet qu'a produit sur ses héritiers son arrivée à l'église. Une fois qu'ils se sont éloignés du groupe, Ursule reproche à son oncle d'avoir eu des paroles dures.
Le docteur reproche à ses héritiers de ne pas avoir envoyé une fleur à Ursule le jour de sa fête, bien que les héritiers ont tous reçu du bienfait de la part du docteur. Les héritiers et le notaire se rendent finalement chez Madame Minoret. Désiré parle avec Goupil d'une femme dont il est fou amoureux, Esther. Cette femme a refusé de l'épouser. Goupil lui fait remarquer qu'il devrait davantage s'intéresser à son avenir, plutôt que de se contenter du bonheur. Valentin Mirouet était le beau-père du docteur. Son fils Joseph Mirouet a épousé une femme à Hambourg. Naturellement dépensier, Joseph a fait tomber son ménage dans la misère. La femme de Joseph est décédée en mettant au monde Ursule. Mourant, Joseph a confié sa fille au docteur Minoret. Le docteur souhaitait avoir des enfants, bien que ses propres enfants aient tous trouvé la mort soit par avortement, en couche ou peu après leur naissance. Le docteur a accepté de s'occuper d'Ursule. Il a pris grand soin de sa nièce et était comme en dévotion devant elle. Le vieux militaire, le vieux curé, le vieux docteur sont comme des mères pour Ursule. Les trois hommes se sont répartis le travail. Le parrain se chargeait de tout le bien-être matériel et des choses de la vie. L'instruction regardait Jordi. La morale, la métaphysique et les hautes questions appartenaient au curé. Quand Ursule avait 10 ans, Monsieur de Jordi est décédé et a laissé aux deux autres le soin de l'éducation d'Ursule. Si le docteur a été aussi économe, c'était dans le but de léguer 10 000 francs à Ursule. Par souci de préserver la délicatesse des organes et des nerfs d'Ursule, le curé, Monsieur de Jordi et le docteur ne jouaient pas au tric-trac lorsqu'Ursule était présente. Pourtant, le jour de sa communion, Ursule a voulu jouer au tric-trac avec le docteur. Elle a révélé que le curé lui a donné des leçons quand il était content d'elle. Ce jour-là, Ursule a gagné contre son oncle. Le docteur a acheté un piano à Ursule et il lui a fait prendre des cours avec une maîtresse. Elle est devenue une excellente musicienne. Ursule, qui a reçu une éducation chrétienne, ne conçoit pas que son tuteur soit athée et en ressent de la tristesse. Lorsqu'au XVIIIe siècle, Mesmer est venu en France présenter son concept de magnétisme, il n'a rencontré que l'insuccès. Au temps du récit, la science des fluides, autre nom du magnétisme, faisait des progrès. Selon cette théorie, il existe un fluide insaisissable qui est la base des phénomènes de la volonté humaine. Le docteur ne donnait pas de crédit aux idées mesmériennes. Cependant, un jour le docteur reçoit une lettre de son ancien ami Bouvard, avec qui il s'était précédemment brouillé. Avant de mourir, Bouvard voulait lui prouver l'importance du magnétisme. Le médecin rencontre Bouvard à Paris. Le médecin est mené dans une pièce où se trouve un swedenborgiste et une femme entrée dans un sommeil somnambulique, ce qui lui permet de se promener dans un monde invisible. Le swedenborgiste demande à la femme de se rendre mentalement à Nemours, chez le docteur et de raconter ce qu'il s'y passe. La femme décrit la maison et est capable de dire ce que font la nourrice et Ursule. La femme révèle qu'Ursule commence à se sentir amoureuse de Savinien, qui est le fils de Madame de Portenduère, qui est actuellement absent. Elle révèle que le seul tourment d'Ursule est que le docteur ne croit pas en Dieu. La femme donne plusieurs éléments sur la vie du docteur, notamment où est placé son argent. Le docteur est foudroyé par l'exactitude des propos de la femme. Après dîner, se déroule une seconde expérience, toujours avec la même femme. Elle dit qu'Ursule est en ce moment même en train de prier. La femme est capable de réciter mot à mot la prière d'Ursule, qui voudrait que son oncle soit touché par la grâce de Dieu. Le docteur retourne chez lui. Le lendemain, il vérifie si tous les faits énoncés par la femme sont vrais. Tout est véridique. Les croyances du docteur sont bouleversées. Le docteur interroge l'abbé au sujet des apparitions. L'abbé Chaperon y croit. Le docteur recommande à Ursule de l'appeler après sa mort si un danger la menace. Il fera alors une apparition. Après qu'Ursule ait dit qu'après la mort du docteur, elle priera Dieu de ne pas punir éternellement le docteur de son incroyance, le docteur se convertit. L'abbé apprend le catéchisme à son ami et le docteur prie maintenant avec Ursule. Les héritiers et le notaire se trouvent à la maison Minoret-Levrault. S'affiche la haine des héritiers envers Ursule. Ils débattent afin de trouver le moyen d'éviter qu'Ursule reçoive l'héritage de son oncle. Le notaire recommande aux héritiers d'aller intenter un procès à Ursule. Seul un mariage entre le docteur et Ursule et un testament fait à un tiers qui aurait un fidéicommis pourrait mettre en danger la succession. Le notaire recommande d'être bon pour Ursule, sans quoi les héritiers pousseraient le docteur à envisager une des deux solutions. Afin d'empêcher un mariage entre le docteur et Ursule, il recommande que Désiré fasse la cour à Ursule. Zélie refuse que son fils se marie à Ursule. Le notaire dit qu'il va pousser le docteur à placer ses capitaux de manière qu'il lui soit difficile de déposséder les héritiers. Il va faire en sorte que le docteur vende ses rentes afin que l'argent dégagé puisse permettre de faire sortir de prison le fils de Madame de Portenduère qui est enfermé pour dette. Il faut que les héritiers s'entendent bien avec le docteur pour l'empêcher de s'enfuir de Nemours et pour pouvoir le surveiller. Dès que Madame Massinte et Madame Crémière rencontrent Ursule et son oncle, elles se montrent faussement sympathiques. Elles parviennent à faire en sorte que le docteur accepte de les recevoir elles deux et Désiré chez lui le soir même. Alors qu'Ursule est naïve, le docteur sait très bien quelles sont les véritables intentions de ses héritiers. Le juge de paix rend visite au docteur.
Il fait comprendre au docteur qu'il y a un vide juridique concernant les héritages allant d'un oncle vers un enfant naturel. Il lui fait envisager le mariage comme une protection pour Ursule. Le docteur pense encore vivre 15 ans et dit qu'il pensera au problème plus tard. Le notaire vient rendre visite au docteur. Ursule écoute la conversation entre les deux hommes. Le docteur sait la vraie raison de la visite du notaire, menace de revenir parmi les morts si les héritiers défaisaient ce qu'il a fait pour Ursule et ne veut pas vendre ses rentes afin de faire sortir Savinien de Portenduère de prison. Après avoir appris que Savinien est en prison, Ursule se sent mal. Le notaire devine qu'Ursule est attachée à Savinien. Bien que le juge de paix voulait marier son fils à Ursule, il souhaite manœuvrer afin qu'Ursule épouse Savinien. Le docteur pousse Ursule à s'ouvrir à lui. Elle raconte avoir eu un coup de cœur envers Savinien le jour où elle a vu le jeune homme s'occuper de sa barbe alors qu'il rendait visite à sa mère. Le même sentiment est réapparu à chaque fois qu'elle a croisé Savinien. Le docteur reconnaît qu'Ursule a de l'amour envers Savinien, tout comme lui-même en a eu autrefois pour sa femme. Le docteur recommande à sa nièce de réprimer les mouvements de son cœur. Même si Savinien voulait épouser Ursule, le docteur devra soumettre Savinien à un long examen, car ses dettes le rendent suspect. Il dit que Madame de Portenduère ne consentira jamais à un mariage entre son fils noble et une fille de musicien de régiment. Car le docteur ne supporte pas d'infliger à Ursule la première grande douleur de sa vie, il accepte de faire tout ce qu'elle voudra. Madame de Portenduère a confié ses douleurs au curé. Lorsque Savinien a eu 21 ans, il a quitté Nemours pour s'installer à Paris. Dans la capitale, il a rapidement accumulé les dettes. Il voulait alors déclarer son amour à Madame de Sérisy, mais il ne l'a pas informée de sa réelle situation financière. Il a demandé l'aide de sa mère, qui lui a envoyé 20 000 francs, soit tout ce qu'elle possédait. Cette somme étant insuffisante après une année à Paris, Savinien a eu recours à des usuriers. Il est ensuite tombé amoureux de la comtesse de Kergarouët, pour qui il a porté la tenue d'homme riche. Il s'est fait écrouer pour 117 000 francs de dettes. Ses amis qui sont venus le voir à la prison de Sainte-Pélagie lui ont conseillé d'écrire une lettre à sa mère et de se marier avec une femme qui a des rentes importantes. Savinien a écrit à sa mère dès le lendemain. Madame de Portenduère a cherché du secours auprès des comtes de Portenduère et de Kergarouët. Ces deux derniers ont fait comprendre à Madame de Portenduère qu'ils refusaient de payer les dettes de Savinien. Le curé conseille à Madame de Portenduère de ne pas vendre sa ferme, mais d'emprunter de l'argent à son voisin le docteur Minoret, bien que Madame de Portenduère ait des réticences à utiliser ce procédé. Le curé se rend chez le docteur. Il y trouve Mesdames Massin et Crémière, leur mari, le maître de poste et Désiré. Les héritiers sont ravis de cette arrivée, car elle leur permet de se retirer et d'arrêter d'entendre la belle musique d'Ursule qu'ils sont incapables d'apprécier. Après que le curé ait informé le docteur sur la situation de Madame de Portenduère, ils se rendent tous deux chez la voisine. Le docteur accepte, avec bon cœur, de tirer Savinien de sa prison. Il ira dès le lendemain à Paris pour libérer Savinien. Une fois le docteur parti, le curé suggère que ce serait une bonne idée si Savinien épousait Ursule qui a 1 million de dot. Madame de Portenduère est contre ce projet. Le docteur et Ursule partent finalement le soir même pour Paris. Le docteur fait changer ses actions et ses fonds contre des capitaux dans le but d'obtenir les fonds nécessaires à la libération de Savinien. Comme l'opération prendra plusieurs jours, Ursule dit vouloir entre-temps voir Savinien dans sa prison. Le docteur se soumet à sa requête. Après les opérations financières, il reste au docteur 800 000 francs que son notaire place en bons du trésor. Le docteur libère Savinien de sa prison. Ils rentrent tous trois à Nemours. Ils dorment dans la voiture et n'arrivent à Nemours qu'au petit matin. Durant le voyage, Savinien tombe amoureux d'Ursule. Le docteur et Ursule vont à la messe. Madame de Portenduère invite à dîner le docteur, Ursule et le curé. Alors que le notaire, qui est au courant de la situation, pense que tout va bien dans le meilleur des mondes, Goupil pense que les héritiers seront cuits si le docteur fait marier sa nièce avec Savinien. Madame de Portenduère veut parler à son fils dans la chambre de son défunt mari. Elle fait jurer à son fils de n'avoir commis aucune action déshonorante. Elle pardonne à son fils. Savinien fait entrevoir la possibilité qu'il se marie à Ursule. Madame de Portenduère dit qu'elle s'opposera à ce mariage tant qu'elle vivra. Ursule, le docteur, puis le curé se rendent à l'invitation de Madame de Portenduère. Savinien essaie de tempérer les froideurs de sa mère. Ils sont dérangés par Goupil qui vient demander les comptes entre Savinien et le docteur pour en faire la base de l'obligation. La situation étouffante perpétrée par Madame de Portenduère lors de ce dîner fait pâlir Ursule qui revient chez elle avec son oncle. Quand le docteur revient chez Madame de Portenduère, il trouve le notaire, le juge de paix et le maire qui sont présents pour valider l'obligation. Madame de Portenduère donne une hypothèque sur tous ses biens, jusqu'au remboursement des 100 000 francs avec des intérêts de 5%. Le docteur souhaite prendre en charge les frais de l'acte qui risquent de mettre à mal la famille de Portenduère. Si Madame de Portenduère est si méfiante, c'est car elle pense qu'en voulant les aider, le docteur cherche à marier son fils à Ursule. Lorsque Savinien se rend chez le docteur, il trouve les héritiers présents. Le docteur demande à sa nièce de jouer du piano.
Le morceau fait grande impression sur Savinien, puisqu'il est joué par une femme amoureuse. Car Madame de Portenduère prête au docteur des arrière-pensées peu nobles, le docteur souhaite que les relations avec la famille de Portenduère s'arrêtent. Les héritiers pensent que leur succession est sauvée. Ne pouvant plus se rencontrer, les deux amoureux se regardent par les fenêtres. Ursule reçoit une lettre de Savinien, dans laquelle il lui avoue son amour. Ursule fait lire cette lettre par son oncle. Elle écrit une lettre à Savinien, sans doute influencée par le docteur. Dans cette lettre, elle énonce les objections de son oncle. En effet, la fortune d'Ursule n'est pas stabilisée, mais dépend de son parrain et du mauvais vouloir des héritiers. Elle considère qu'ils sont tous les deux trop jeunes, et elle écrit que son oncle veut attendre qu'elle ait 20 ans pour la marier. Savinien répond à la lettre d'Ursule. Il souhaite savoir si Ursule l'aime en retour, ce qui l'aidera à supporter les 4 années d'attente. Il souhaite faire carrière dans la marine, où il ne pourra pas obtenir de titre de suite, mais devra gravir les échelons un par un. Avant de partir, il veut avoir l'opinion de l'oncle d'Ursule. Savinien vient voir le docteur. Ce dernier accepte de laisser la main de sa nièce à condition que Savinien devienne lieutenant de vaisseau. Savinien signe son engagement dans la marine. Avant le départ du jeune homme, Ursule lui offre une chaîne de ses cheveux et lui fait la promesse de n'avoir pas d'autre mari que lui. Après le départ de Savinien, Ursule tombe malade. Quand elle dit souhaiter voir la mère, son oncle cède à ce désir. Grâce à ses rêves, elle peut prévoir quand elle recevra des lettres de son amoureux. Le docteur fait en sorte qu'Ursule puisse assister au départ de l'expédition d'Alger où va être embarqué Savinien, sans que le jeune homme soit au courant de cette démarche. Lors des élections de 1830, il y a la mise en place d'un candidat libéral, ce qui donne de l'importance aux héritiers. Après certaines opérations financières, le docteur s'achète une calèche et 3 chevaux, ce qui fait jaser les héritiers. Il jalouse les diverses dépenses que le docteur fait pour sa nièce. Le jour où Ursule a 17 ans, Savinien vient lui rendre visite. Savinien veut demander l'avis du docteur avant de quitter la marine où il a obtenu le grade d'enseigne. Le docteur est d'accord pour qu'il reste à Nemours. Le seul bémol est Madame de Portenduère qui a préféré voir son fils partir, plutôt que de consentir au mariage. Madame de Portenduère doit au docteur 3 années de non-paiement. Les héritiers se réunissent maintenant chez le notaire. Zélie espère que le docteur décédera avant le mariage entre Ursule et Savinien. Goupil demande à monsieur et madame Minoret de l'aide pour acheter l'étude du notaire, contre la promesse de rompre le futur mariage d'Ursule avec Savinien. Le maître de poste et sa femme hésitent à le cautionner à hauteur de 50 000 écus. 2 années passent et Savinien ne parvient toujours pas à obtenir l'accord de sa mère pour le mariage. Le docteur refuse une proposition de mariage pour Ursule faite par la marquise d'Aiglemont pour son fils. Quand le docteur a 88 ans, sa santé commence à décliner. S'apercevant de la mort prochaine du docteur, le juge de paix veut connaître les moyens que le docteur a mis en place pour enrichir sa nièce, mais le docteur est trop méfiant pour se confier. Quand Ursule a 20 ans, elle est émancipée. Ce jour-là, le docteur a donné rendez-vous le lendemain au notaire afin de rédiger le compte de tutelle qu'il devait rendre à sa nièce. Programmant sa mort dans les jours qui suivent, le docteur demande à ses amis de protéger Ursule jusqu'à ce qu'elle soit mariée. L'acceptation du compte de tutelle rend Ursule riche de 10 600 francs et de 1 400 francs de rente. Peu de temps après, le docteur s'alite, ce qui cause une grande joie parmi les héritiers. Alors que le curé vient dans la maison du docteur pour lui apporter les sacrements, les héritiers entrent dans la maison pour éviter de se faire voler par les héritiers et dans l'espoir de trouver quelques trésors. Les héritiers sont mis à la porte par l'abbé et un docteur. Minoret parvient tout de même à entrer dans la maison. Le docteur demande à Ursule de chercher une lettre cachée dans le pavillon chinois qu'elle et Savinien devront lire après la mort du docteur. Ils ne devront avertir les héritiers du décès qu'après avoir lu cette lettre. Minoret, ayant entendu la conversation, va chercher la lettre avant Ursule, puis il part de la maison. Avant qu'Ursule aille chercher la lettre, elle assiste à la mort de son oncle. Chez lui, Minoret lit la lettre adressée à Ursule. Dans cette lettre, le docteur indique l'endroit où se trouvent 3 inscriptions de rente en 3%, au porteur, de chacune 12 000 francs ainsi que les arrérages économisés. Est joint un testament au profit de Savinien, dans lequel le docteur lègue 36 000 francs de rente. Minoret brûle la lettre et le testament. Il se rend à la maison du docteur, mais les héritiers sont déjà présents. Minoret vole les 3 inscriptions ainsi que les billets de banque. Des scellés vont être posés. Les héritiers ont pour projet de chasser Ursule de la maison. Le juge de paix avertit Ursule qu'il faut qu'elle prenne tout ce qui est à elle dans cette maison. Ursule ne prend rien, car tout lui vient des libéralités de son oncle. Le juge de paix pose tout de même des scellés à la chambre d'Ursule. Le lendemain matin, Ursule quitte la maison et part s'installer dans une auberge avec sa nourrice. Le jour suivant, a lieu l'enterrement. Le juge de paix fait retirer Ursule de l'auberge et lui fait acheter une petite maison. Massin fait mettre en demeure madame et monsieur de Portenduère qui doivent payer aux héritiers 129 517 francs et 55 centimes, somme à laquelle s'ajoutent les intérêts. Les Portenduère n'ont pas d'autre choix que de vendre leur ferme. Ursule souhaite acheter la ferme, mais elle ne le peut pas.
Savinien et le juge de paix sont étonnés que le docteur n'ait rien laissé à sa nièce alors qu'il paraissait avoir pris des dispositions. Les héritiers n'ont rien découvert de particulier dans la maison. La fortune totale du docteur est estimée à 600 000 francs. Le juge de paix, le curé et Savinien ne trouvent pas de testament, si bien qu'ils pensent qu'un héritier a dû le détruire. Ursule ne possède que ses 1400 francs de rente et ses reprises. Les héritiers sondent minutieusement les meubles avant de les vendre. Minoret achète la maison du docteur pour 50 000 francs et s'y installe, vivant ainsi à peu de distance d'Ursule. Minoret ne supporte pas cette promiscuité et aimerait chasser la jeune femme de la ville. Ursule est toujours entourée et soutenue par ses amis que sont Savinien, la nourrice, l'abbé et le juge de paix. Dans leur maison, Ursule et la nourrice se montrent économes. À la demande d'Ursule, le juge de paix défend la cause des Portenduère. Il propose aux Minoret d'acheter la ferme des Portenduère. Minoret veut bien l'acheter à condition que les Portenduère aillent vivre ailleurs qu'à Nemours. La vente a lieu et l'argent placé permet à Madame de Portenduère d'avoir une rente évaluée à 6 000 francs. Les Portenduère restent à Nemours. Lors d'un dîner, Minoret propose à Goupil de se marier avec Ursule en échange de quoi il lui achètera une charge de notaire à Sens. Minoret trafique avec Goupil pour que Massin puisse acquérir le Rouvre pour 200 000 francs. Minoret souhaite que son fils effectue un mariage avec la fille d'un maréchal ou avec une héritière qui pourrait le pousser dans la magistrature. Goupil parle au juge de paix à qui il propose de marier Ursule à un notaire qui ne sera autre que lui. Bien entendu, Ursule refuse la proposition. Madame de Portenduère et Ursule reçoivent 2 lettres anonymes. Dans celle adressée à Madame de Portenduère, l'inconnu fait remarquer qu'elle pourrait marier Savinien à Mademoiselle du Rouvre au lieu de le marier à la fille d'un musicien de régiment. Dans celle adressée à Ursule, un inconnu de Nemours dit l'aimer et lui prédit une grande fortune si elle accepte de se marier avec lui. Dans une autre lettre, l'inconnu fait croire à Ursule que Madame de Portenduère est partie afin de demander pour son fils la main de Mademoiselle du Rouvre. Ursule devient jalouse et tombe malade. Le curé apprend à Ursule que Madame de Portenduère et Savinien sont partis dîner au Rouvre. Si Savinien se marie, Ursule a pour projet d'entrer dans la vie religieuse. Elle lui écrira afin de lui redonner sa liberté. Minoret et Goupil passent devant la maison d'Ursule. Goupil a l'intention de la faire mourir de chagrin si elle refuse de l'épouser. Il prédit qu'elle quittera bientôt la ville. Goupil prépare un mauvais projet pour lundi. Le lendemain, la nourrice apporte une lettre d'Ursule à Savinien. Dans la lettre, Ursule donne la liberté à Savinien d'épouser une autre fille qu'elle, ce qui lui permettra de quitter les privations et de vivre une vie d'opulence. Savinien lui répond qu'il n'a pas l'intention de se marier à une autre personne qu'elle. Le soir, Savinien et Ursule se parlent, ils sont de nouveau réconciliés. Bien qu'elle refuse ses lettres, Ursule reçoit un message de menace de la part de son amant dédaigné. Elle se met à attendre un malheur qui pourrait apparaître n'importe quand. L'amant inconnu continue de la persécuter, préférant savoir Ursule morte que de ne pas la voir vivante. Savinien reçoit lui aussi une lettre anonyme de Goupil. On recherche qui est le coupable, sans parvenir à le trouver. Ursule tombe malade. Dans une lettre, une personne a contrefait l'écriture du curé et a conseillé à Ursule de quitter Nemours. En agissant comme il le fait, Goupil n'enfreint aucune loi du code pénal. L'impunité pousse Goupil à faire preuve de plus d'audace. Goupil est parvenu à faire en sorte que Minoret puisse acheter le château du Rouvre pour la somme de 280 000 francs. Minoret conseille à Goupil de laisser sa cousine en repos, lui donne 20 000 francs et consent à le marier avec une demoiselle crémière. Ursule est en proie à une maladie inexplicable. Madame de Portenduère vient la voir dans le but de la consoler. Après que Madame de Portenduère ait appelé Ursule ma fille, Goupil demande à parler à Savinien. Goupil lui révèle qu'il a été l'instrument et que l'auteur des persécutions est Minoret. Il dit vouloir écrire sur des murailles les mots « Minoret est un voleur ». Goupil demande pardon à Ursule. Après le retour de Minoret à l'ancienne maison du médecin, Savinien demande au couple les raisons pour lesquelles il a persécuté Ursule. Savinien ne compte pas se battre contre Minoret qui est trop vieux, mais contre son fils Désiré dès qu'il viendra à Nemours. Zélie, qui tient à son fils, devine que son mari lui cache quelque chose, mais elle ne parvient pas à savoir quoi. Le lendemain, alors que Minoret sort pour rencontrer Goupil, il aperçoit sur les murailles l'inscription « Minoret est un voleur ». Goupil achète la charge de Monsieur Dionis. Dans une lettre, Goupil dément les aveux qu'il a fait concernant Minoret. Il y a une rumeur selon laquelle Goupil va se marier à une Mademoiselle Massin, laide mais riche de 80 000 francs. Ursule se rétablit lentement. Dans un rêve, Ursule voit son oncle l'amener au pavillon chinois, lui faire lire la lettre qu'il lui avait adressée ainsi que le testament en faveur de Savinien et lui désigner Minoret comme étant le coupable du vol de l'héritage. Elle rêve 3 fois de son oncle, qui la pousse à récupérer ce à quoi elle a le droit. Ursule parle de ses visions au curé. L'abbé sait que de tels cas se sont déjà produits dans l'histoire. Il recommande à Ursule de garder le silence sur ce qu'elle a vu et il pense que peut-être l'apparition ne se renouvellera pas puisqu'Ursule s'est confiée à lui. Le curé vient voir Minoret et lui fait comprendre qu'il sait la vérité.
L'abbé ne dira la vérité à personne, mais Minoret a intérêt à avoir peur de Dieu qui risque de vouloir venger une innocente. Minoret n'avoue pas. Cependant il se met à changer. Un soir, il rend visite à Ursule et lui propose de l'aider financièrement dans le but qu'elle puisse épouser Savinien. Ursule refuse son aide. Le nouveau souhait de Minoret pousse Ursule et le juge de paix à se questionner. Minoret répond qu'il souhaite qu'Ursule s'en aille de Nemours, car son fils est amoureux d'elle. Lorsque le juge de paix rencontre Désiré, ce dernier lui dit n'avoir jamais été amoureux d'Ursule. De retour à Nemours, le juge de paix confronte Minoret à son mensonge, mais Minoret n'explique toujours pas la raison de sa proposition de soutien financier. Ursule rêve une nouvelle fois de son oncle. Celui-ci est apparu à Minoret. Si Minoret ne restitue pas la fortune à Ursule, son fils mourra d'une mort horrible et violente. Ursule raconte son rêve à l'abbé. Le curé va ensuite parler à Minoret. Il lui conseille de restituer la fortune destinée à Ursule, mais Minoret fait semblant de ne pas comprendre. L'ancien maître de poste songe à se confier à Zélie qui pourrait le tirer de ce mauvais pas, mais il ne le fait pas. Désiré envoie une lettre à ses parents. Dans celle-ci, il explique la venue de Savinien qui veut se battre avec lui dans le but de venger les mauvaises actions de Minoret contre Ursule. Dans 8 jours, Désiré et Savinien vont se battre en duel. Après la lecture de la lettre, Minoret dit la vérité à sa femme Zélie concernant le vol. Zélie souhaite que le couple garde l'argent. Elle se rend chez Ursule avec la lettre de son fils et la lui fait lire. Ursule promet d'empêcher le duel. Zélie propose à Ursule la main de son fils avec qui elle pourrait vivre une vie de luxe. Ursule refuse la proposition. Dans la rue, l'abbé et le juge de paix rencontrent Minoret. Rien qu'en regardant l'aspect extérieur de Minoret, le juge de paix sait qu'il éprouve du remords. Minoret fait croire que s'il est si mal, c'est à cause de cette histoire de duel. Car il n'y a aucune preuve, mais que des présomptions, la justice humaine ne peut pas agir. Le lendemain, le curé demande à Ursule les 2 livres où le docteur avait caché les inscriptions et les billets. Il trouve des lettres et des numéros écrits autrefois par le docteur. Selon le juge de paix, ces inscriptions pourraient permettre à Ursule de récupérer l'argent auquel elle a droit. Le juge de paix se rend chez le nouveau notaire qui est Goupil. Il demande à avoir un extrait de l'article de l'inventaire de l'inscription de rente. Depuis son changement de situation et son mariage, Goupil est devenu un autre homme. Le juge de paix se rend ensuite chez le procureur du roi afin de lui faire part de sa découverte. Le procureur du roi fait venir Zélie à Fontainebleau. Si Zélie avoue la vérité, alors elle évitera à son mari d'aller en cour d'assises et à son fils d'être tué. Zélie dit la vérité. Elle écrit une lettre, dictée par le procureur du roi, dans laquelle elle demande à son mari de restituer ce qu'il a volé. Le procureur convoque ensuite Désiré. Il lui explique la faute de son père et envoie Désiré et sa mère à Nemours. Quelques heures plus tard, le procureur reçoit une lettre de Minoret dans laquelle il informe que Désiré a eu un accident avec la voiture qui les ramenait, lui et sa mère, à Nemours. Le lendemain, Minoret se rend chez Ursule. Il lui fait don de ses propriétés du Rouvre. Minoret demande à ce qu'Ursule prie Dieu pour qu'il sauve Désiré. Ursule s'évanouit, car elle vient de voir une apparition de son oncle qui lui a fait comprendre qu'il n'y avait aucun espoir pour Désiré. Le lendemain, Désiré décède. Zélie devient folle et est internée. 3 mois plus tard, Savinien se marie avec Ursule. Minoret se console de la perte de son enfant en aidant les pauvres. Savinien et Ursule vivent une partie de l'année à Paris, où ils ont acheté un petit hôtel. Ils véhiculent l'image d'un couple heureux. Savinien et Ursule sont 2 personnes innocentes. Ursule a reçu une éducation de grande qualité dispensée par son oncle, par Monsieur de Jordy et par l'abbé Chaperon. Cependant, ces 3 personnes ont surprotégé Ursule et lui ont pas permis de faire ses armes face au monde. Ursule n'a grandi qu'en compagnie de vieilles personnes et non des gens de son âge. Son manque d'expérience fait qu'elle est naïve. Ainsi, elle croit que les héritiers ont vraiment de la sympathie pour elle, alors qu'ils ne sont qu'en train de jouer la comédie. Ursule est également une personne qui fait preuve d'une grande sensibilité. Ce trait est raconté plusieurs fois dans le roman. Cet excès est déplorable sur Ursule puisqu'il est capable de la rendre malade, comme lorsqu'elle a cru que Savinien allait épouser Mademoiselle du Rouvre ou comme quand elle reçoit les persécutions de Goupil. Ursule a également le désintérêt des choses matérielles. Ainsi, lorsque le juge de paix lui conseille de prendre ses affaires après le décès du docteur, elle ne veut rien prendre. Lorsque Minoret lui propose une première fois de l'argent, elle le refuse. Face aux héritiers cyniques et calculateurs, Ursule n'a aucune chance. Savinien est de la même trempe qu'elle. Lui aussi a été détourné des expériences de la vie. En effet, sa mère a fait en sorte que son fils n'ait pas de réelle position. L'abbé Chaperon accusera Madame de Portenduère d'avoir causé les malheurs de son fils en ne lui donnant pas de carrière. Savinien a vécu un temps à Paris où il a accumulé les dettes. Madame de Portenduère a une nouvelle fois surprotégé son fils en lui envoyant de l'argent quand il lui en demandait. La mère a dépensé ainsi tout l'argent qu'elle possédait pour un fils qui vivait au-dessus de ses moyens. Madame de Portenduère et Savinien vivent dans le passé. En effet, puisqu'ils sont nobles, ils pensent que leur nom vaut quelque chose.
Sans s'en apercevoir, leur nom ne vaut plus rien, surtout à Paris. Après avoir passé par la prison de Sainte-Pélagie, Savinien se rendra compte de ce fait. Madame Portenduère mettra plus longtemps à s'en apercevoir. Pensant être au-dessus des autres grâce à son nom, elle a du mal à accepter que le docteur prête de l'argent afin de faire sortir Savinien de prison. Elle refusera aussi durant longtemps que son fils se marie avec Ursule. Quand elle remarquera son erreur, il sera bien trop tard. Dans ce roman, les nobles ne sont plus rien. Ce sont les bourgeois qui occupent toute la place. Cependant, Savinien modifiera son comportement. Un changement radical est intervenu grâce à son passage à la prison. Auparavant, il était dépensier et cherchait à plaire aux femmes grâce à son argent. Après, Savinien ne se préoccupe que d'Ursule et arrête de faire des dettes. Savinien change également après avoir fait carrière dans la marine. Il devient beaucoup plus combatif. En effet, il cherchera avec assiduité qui est le coupable des mesquineries envers Ursule et il voudra se battre en duel avec Désiré faute de pouvoir se battre contre Minoret. Opposé à Ursule et à Savinien, qui ne sont au final que deux agneaux blancs, se trouve le docteur Minoret. Le docteur a conscience de ce qu'il se passe autour de lui. Il sait quelles sont les idées des héritiers à son sujet, bien que les héritiers ne se montrent jamais ouvertement hostiles à son égard. Il a une sorte de sixième sens qui lui fait deviner quelles sont les véritables volontés et pensées de ses héritiers. Le docteur est aussi un homme qui sait prévoir. Effectivement, bien avant sa mort, il a prévu des sommes d'argent qui devaient revenir à sa nièce après sa mort. Si Ursule n'a pas reçu l'héritage qu'elle devait recevoir, ce n'est que par la faute de Minoret. Même si le docteur est clairvoyant pour certaines choses, il est aveugle pour d'autres. Car il aime trop sa nièce, il ne s'aperçoit pas de certaines choses qui sont évidentes. Il n'a pas été capable de voir l'amour naissant entre Ursule et Savinien. S'il est courant de ses sentiments, ce n'est que grâce à son ami Bouvard qui lui a fait assister à une expérience avec une femme en état de somnambulisme. Ce n'est qu'après cette séance qu'il remarque qu'Ursule a placé un point rouge sur l'almanach après la Saint-Savinien. Le docteur a un trop grand cœur pour sa nièce pour pouvoir la priver de quoi que ce soit. Alors qu'il ne souhaitait pas dépenser de l'argent pour faire sortir Savinien de sa prison, il finira par le faire. Il cédera lorsqu'Ursule voudra voir Savinien en prison. Lorsque Savinien sera parti d'en faire carrière dans la marine, le docteur fera tout pour alléger la peine de sa nièce. Au cours du roman, le personnage du docteur évolue. Alors qu'au début, il ne croyait qu'à la science dure, il s'ouvre aux idées mesmériennes après avoir assisté à une certaine séance avec son ami Bouvard, et il s'ouvre à la religion grâce à sa nièce. De son vivant, le docteur avait menacé de revenir d'entre les morts si les héritiers dérangeaient ce qu'il avait prévu pour Ursule. C'est effectivement ce qu'il se passe. Le docteur revient dans les rêves de sa nièce. Ursule est effrayée par ses rêves. Par ce biais, le docteur cherche à faire comprendre à Ursule la vérité ainsi qu'à la pousser à prendre ce à quoi elle a le droit. Le docteur fait aussi une apparition à Ursule après que Minoret ait supplié Ursule de prier Dieu pour son fils. Ursule n'est pas la seule à recevoir les visites post-mortem du docteur. Minoret en reçoit aussi. Déjà attaqué par les assauts du remords, les visions affaibliront davantage Minoret. Ces apparitions sont la preuve que le monde ne peut pas être défini uniquement grâce à la science comme le pensait le docteur avant sa double conversion. Face à Ursule, à Savinien et au docteur se trouvent les héritiers. Ceux-ci proviennent de trois familles que le roman appelle Crémière, Massin et Minoret. Ces individus ne pensent qu'à l'héritage. Ils essaient d'estimer le montant de l'héritage, ils font attention aux moindres dépenses que le docteur fait pour lui ou pour Ursule et ils attendent impatiemment la mort du docteur. Ils ont peur que leur héritage aille soit entièrement dans les mains d'Ursule, soit aille dans l'église. Ayant des idées sombres, ils s'imaginent que Ursule en a aussi, alors que ce n'est pas le cas. Les héritiers sont seuls dans la maison après la mort du docteur, après avoir chassé Ursule. Ils sont obnubilés par la pensée que le docteur a caché un trésor quelque part, ce qui explique pourquoi la maison a été vendue au prix fort. Les héritiers vont jusqu'à fouiller minutieusement les meubles avant de les vendre. Dans divers passages, le lecteur est témoin des propos violents et de la jalousie qu'ont les héritiers envers Ursule. Toute la perfidie des héritiers éclatera en plein jour dès la mort du docteur. Alors que le docteur, Ursule et Savinien sont des êtres beaux, les héritiers sont laids. C'est comme si leur nature intérieure déteignait sur leur corps. La longue description du maître de poste au début du roman en est un fidèle exemple. Les héritiers manquent cruellement de sentiments. Lorsqu'Ursule joue du piano, les héritiers sont incapables de savourer la musique. Le receveur parlera de Beethoven au lieu de Beethoven. Les Crémière, Massin et Minoret font tous partie de la bourgeoisie. Ils sont doublement avantagés. Tout d'abord, leur acoquinement leur permet de bénéficier d'offres que d'autres n'ont pas. Ainsi, Minoret peut acheter le château du Rouvre pour la modique somme de 280 000 francs, grâce à Goupil. Les héritiers peuvent également bénéficier gratuitement des conseils avisés du notaire Dionis. En second lieu, leur argent leur permet de ne pas vivre dans la misère. Minoret vivra très confortablement après avoir vendu sa poste. Les héritiers sont bien sûr en concurrence avec Ursule, mais ils ne sont même pas unis entre eux. Ils se méfient les uns les autres.
Lorsque Minoret revient dans la maison du docteur après avoir brûlé la lettre et le testament, il y rencontre les membres des 3 familles présentes dans le but de ne pas se laisser voler par les autres. Il n'y a pas non plus de confiance à l'intérieur d'une même famille. Par exemple, Minoret ne confiera que tardivement son vol à sa femme. Autour des héritiers gravitent encore d'autres personnages tels que Goupil. Le premier clerc de notaire est foncièrement méchant. Cependant ses motivations sont autres que celles des héritiers. Goupil cherche avant tout à s'élever socialement, et pour cela il est prêt à tout. Afin d'obtenir une charge à Sens, il va jusqu'à persécuter Ursule. Contre le fait de se marier avec Ursule, Goupil devait obtenir 100 000 francs pour acheter une étude à Sens. Goupil ne réussira pas dans ce projet. Il n'obtiendra que 20 000 francs, ce qui permettra d'acheter l'étude de M. Dionis à Nemours. Il connaît toutefois une évolution puisqu'il passe de premier clerc à notaire et qu'il est parvenu à épouser une demoiselle crémière. Eh bien, mon cousin, Dit-elle. vous ne vouliez pas me croire. Notre oncle est avec Ursule dans la grande rue, et ils vont à la grand-messe. Malgré les lois de la poétique moderne sur la couleur locale, il est impossible de pousser la vérité jusqu'à répéter l'horrible injure mêlée de jurons que cette nouvelle, en apparence si peu dramatique, fit sortir de la large bouche de Minoret-Levrault. Sa voix grêle devint sifflante et sa figure présenta cet effet que les gens du peuple nomment ingénieusement un coup de soleil. « Est-ce sûr ?» dit-il après la première explosion de sa colère. Les postillons passèrent avec leurs chevaux en saluant leur maître, qui parut ne les avoir ni vus ni entendus. Au lieu d'attendre son fils, Minoret-Levrault remonta la grande rue avec sa cousine. « Ne vous l'ai-je pas toujours dit ?» reprit-elle. « Quand le docteur Minoret n'aura plus sa tête, cette petite sainte Nitouche le jettera dans la dévotion. Et, comme qui tient l'esprit tient la bourse, elle aura notre succession. » Mais, Madame Massin, dit le maître de poste hébété. « Ah, vous aussi. Reprit Madame Massin en interrompant son cousin. Vous allez me dire comme Massin. Est-ce une petite fille de 15 ans qui peut inventer des plans pareils et les exécuter ? Faire quitter ses opinions à un homme de 83 ans qui n'a jamais mis le pied dans une église que pour se marier, qui allait prêtre dans une telle horreur, qu'il n'a pas même accompagné cet enfant à la paroisse le jour de sa première communion. Eh bien, pourquoi, si le docteur Minoret allait prêtre en horreur, passe-t-il, depuis 15 ans, presque toutes les soirées de la semaine avec l'abbé Chaperon ? Le vieil hypocrite n'a jamais manqué de donner à Ursule 20 francs pour mettre au cierge quand elle rend le pain béni. Vous ne vous souvenez donc plus du cadeau fait par Ursule à l'église pour remercier le curé de l'avoir préparé à sa première communion ? Elle y avait employé tout son argent, et son parrain le lui a rendu, mais doublé. Vous ne faites attention à rien, vous autres, hommes. En apprenant ces détails, j'ai dit, adieu panier, vendanges sont faites. Un oncle à succession ne se conduit pas ainsi, sans des intentions, envers une petite morveuse ramassée dans la rue.